Alors, investir, voilà une question à 1 milliard de dollars, 1 milliard d'euros, tiens, investir dans la tech européenne, est-ce une bonne idée ou pas? Pari risqué ou pas? Réponse notamment avec vous, Sébastien Payet, bonjour. Bonjour. Président et cofondateur de ScaleX Invest, rien à voir avec SpaceX, j'ai fait la vanne en dehors du plateau. Donc voilà, ScaleX Invest, plateforme de suivi de portefeuille de valorisation spécialisée dans la donnée, de la donnée dans la tech. Vous avez publié votre baromètre, c'est pour ça qu'on vous invite avec Julien. Sur TicTech, baromètre 2025, des IPO, des introductions en bourse, des valeurs de la tech européenne. Juste le bilan sur 10 ans, globalement, au-delà du nombre, on va voir, etc., du nombre d'introductions, est-ce que c'est un bilan positif ou pas? On va dire que ce qu'on constate... Oui ou non? Mitigé. Voilà. Mitigé. Okay. Ce qu'on constate, c'est qu'on est dans un écosystème, donc on travaille sur les entreprises technologiques. C'est un écosystème qui devient de plus en plus mature, mais qui est encore récent. La création de la French Tech, ça date de 2014. Donc petit à petit, on voit l'arrivée d'entreprises de plus en plus matures. On parlait de Doctolib juste avant, donc qui sont potentiellement des candidats à aller se coter. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit un écosystème qui grossit, qui devient de plus en plus mature, mais qui a encore des choses à concrétiser pour que ce soit très intéressant, ou en tout cas que ce soit le reflet du Nasdaq américain. Bon, combien d'IPO, quels sont les pays les pays d'Europe les plus gros fournisseurs d'introduction en bourse? Oui, alors on a regardé une valeur de la tech européenne. Oui, c'est ça. Alors on a fait une étude sur les 10 dernières années. On a regardé que des entreprises qui avaient une market cap supérieure à 400 millions, donc une valorisation supérieure à 400 millions d'euros. Ce qu'on constate effectivement, c'est que sur les 120 introductions en bourse sur cette période-là, à peu près 30% viennent du Royaume-Uni. Ouais. Donc ils tirent effectivement les IPO vers le haut. La France, on en a 9 sur ces 119, mais à savoir que malgré tout en France, sur les 3 dernières IPO, on en a 2, enfin les 3 dernières IPO européennes, 2 sont françaises. Donc ça c'est plutôt... C'est qui d'ailleurs? C'est Exosens et Planisphère. Okay. Voilà, donc ça c'est plutôt un signal encourageant. Et ensuite, on a des pays qu'on ne pourrait pas forcément attendre, comme la Suède, qui a réalisé un certain nombre d'introductions en bourse, alors que c'est un marché beaucoup plus petit, et également la Suisse. La Suisse, qui est un marché plus petit, beaucoup plus petit que la France, et pourtant ils ont... Il y a des pays où ça se passe mieux, où on se dit que finalement, quand on est en Suède, en Suisse ou au Royaume-Uni, les IPO se passent mieux. Je ne parle pas juste du moment où la société est introduite, mais quelques années après, le bilan est satisfaisant, ou est-ce que non, il n'y a pas de règle? Si, on voit les pays germanophones en quelque sorte. Donc l'Allemagne, on voit qu'elles arrivent à tirer, enfin elles font des introductions en bourse d'entreprises allemandes, c'est très local. Et les performances moyennes à 3 ans sont assez positives sur la plateforme allemande. En Suisse, c'est la même chose. Ce qu'on constate en Angleterre et également en Suède, c'est que 50% des IPO d'entreprises créées en Suède ou au Royaume-Uni se cotent à l'étranger, donc ne se cotent pas sur leur place où elles ont leur siège social. Herr Kaski a une question à poser. Oui, plusieurs même. Première question, dans un des enseignements, un des grands enseignements de ce baromètre, c'est qu'en fait les entreprises tech européennes, finalement, elles ne choisissent pas forcément les États-Unis comme on pourrait le penser, mais elles restent en Europe et elles se cotent en Europe. Déjà, est-ce que c'est une surprise pour vous et comment vous l'expliquez ça? Alors, déjà, effectivement, sur les 120, on a à peu près 25% d'entreprises qui sont cotées aux États-Unis. Les entreprises les plus exposées aux États-Unis sont basées soit en Angleterre, soit en Suisse, ce que je disais tout à l'heure. Donc des entreprises, on va dire que c'est des pays qui vont créer des entreprises par nature beaucoup plus internationales que les entreprises françaises. Donc ça, c'est un premier point. Ce qu'on constate aussi, c'est la maturité. C'est-à-dire que les entreprises qui sont entre 400 millions et 1 milliard de market cap attirent assez peu les États-Unis. Pour une simple raison, c'est que c'est assez difficile de vivre quand on a une entreprise cotée à moins d'1 milliard de market cap, parce que sur les États-Unis, on est en concurrence avec le monde entier. On en voit de plus en plus dès qu'on dépasse le milliard de market cap. Voilà, donc ça, c'est une certitude. L'autre élément qu'on constate, c'est que malgré tout, sur les 5 plus grosses IPO d'entreprises tech européennes, 4 sont allées se coter aux États-Unis. Ah oui, d'accord. Les 4 plus grosses sont parties aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Donc on va dire que dès qu'on dépasse une certaine taille, on va dire 10 milliards de market cap. C'est tout sauf une surprise. C'est pas une surprise. Donc dès qu'on dépasse 10 milliards de market cap,
les États-Unis deviennent vraiment une question assez stratégique et je pense que, alors sur les entreprises à moins de 10 milliards de market cap, on voit que les places de marché européennes n'ont pas forcément grand-chose à envier aux États-Unis. Il y a des investisseurs qui sont prêts à investir, les cours de bourse réussissent à tenir. En revanche, effectivement, quand on dépasse les 10 milliards de market cap, on doit faire appel à des investisseurs cornerstone potentiellement plus importants et là, c'est vrai que les États-Unis… Et justement, sur la taille des entreprises, votre baromètre montre que plus l'entreprise, c'est ce que vous dites, hein, plus l'entreprise est grosse et plus elle va performer son IPO, plus son IPO va fonctionner auprès des investisseurs. Est-ce qu'il faut en conclure que la bourse, en Europe en tout cas, c'est pas forcément fait pour les startups et pour les boîtes. Mais on le voit bien d'ailleurs, Julien, mais avec Believe qui s'est retiré de la bourse, OVH Cloud qui a un bilan en bourse qui est mitigé, ça va dans le sens. Ouais. Oui, alors il y a deux choses dans ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire effectivement on voit qu'il y a une corrélation très forte entre la taille des entreprises et le maintien du cours de bourse. Ce qui peut s'expliquer aussi sur les valorisations. Hein. On disait qu'on était sur des entreprises qui se valorisaient à plus de 400 millions de market cap. Si l'entreprise fait que 100 millions de chiffre d'affaires, elle a un multiple très important, donc difficile à tenir, sauf s'il y a des très bonnes nouvelles. Donc effectivement, dès qu'on a des entreprises qui dépassent les 500 millions de market cap, on arrive à retrouver des performances assez correctes en bourse. En revanche, en dessous de 500 millions de market cap, il ne faut pas aller en bourse. Les performances. Il ne faut pas aller en bourse pour vous en dessous de 500 millions de valorisation. Alors, aller en bourse, je pense que c'est une autre question. C'est aussi parce que, comme tu le disais sur Believe, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui ont suivi l'entreprise, des investisseurs dans le non-coté qui ont suivi les entreprises. Ouais. Et de temps en temps, se créent des opportunités d'aller se coter sur le marché parce que potentiellement, la valorisation est meilleure que ce qu'on peut retrouver dans le non-coté. Et donc là, en fait, ça crée une zone d'opportunité pour les investisseurs et pour les entreprises. Et c'est pour ça, notamment, qu'en 2021, on a eu sur les 120 sociétés cotées des 10 dernières années, 50 ont été cotées en 2021. Parce que les valorisations sur le marché à ce moment-là étaient très élevées. Et c'est là où on revient sur le point effectivement de Believe, le retrait de cote. Là, c'est qu'en fait, après 2021, en 2022, et on le voit dans le baromètre, on a eu une correction majeure sur les valorisations. Il y a eu 50% de baisse, enfin la performance moyenne des entreprises du panel était de moins 50% en 2022. Horrible. Exactement. Alors que les valorisations dans le non-coté n'ont pas descendu autant. Ce qui fait qu'en fait… Parce qu'en même temps, parce que dans le côté, il n'y a pas de cotation quotidienne. Exactement. Mais il y a quand même des corrections des marchés qui baissent. Mais c'est vrai qu'après 2022, entre 2022 et 2023, les valorisations étaient plus intéressantes sur le non-coté, ce qui a créé des opportunités de sortie. On en a eu plusieurs en Europe. Il y a eu Believe, il y a eu la société Kahoot aussi en Suède, qui étaient des entreprises entre 1 et 2 milliards de market cap. 3 ans après leur introduction, les valeurs tech européennes enregistrent une performance moyenne négative de 6% par an. Moi, je suis investisseur, je regarde TicTech, je me dis, j'y vais pas. Hein. Ouais, en moyenne. Peut-être à tort d'ailleurs. Ça pose plusieurs questions. Donc déjà, et versus, je ne sais pas quel chiffre aux États-Unis. D'ailleurs, il faudrait voir quel chiffre. Exactement, c'est tout à fait correct. Donc déjà, le premier point sur ces moins 6%, je le nuance un tout petit peu parce qu'on retrouve, exactement, en moyenne par an, on retrouve quand même les performances de 2022 où il y a eu une correction de marché mondiale. Donc ça, quelle que soit la place de cotation. Maintenant, malgré tout, si on enlève 2022, on est sur des performances… on enlève les mauvaises années, on garde que les bonnes et là, on garde, non, entre 2023, 2024 et début 2025, on est sur des performances moyennes autour de 10%, 10-11%. Ce qui, quand on compare avec les États-Unis et notamment les principales cotations américaines technologiques, on voit qu'il y a un spread assez important qui s'est créé et qu'on bénéficie assez peu finalement de l'essor de l'intelligence artificielle. Même s'il y a un impact assez positif sur ces entreprises, c'est ce qui permet de garder des valorisations importantes. Et quel est l'équivalent de ce moins 6% par an aux États-Unis ? Non, il n'existe pas. Non, mais l'équivalent, combien serait la performance des IPO aux États-Unis? On est en train de travailler justement sur un indice composite. Ah, mais il veut revenir, j'ai compris le truc. Mais on ne l'a pas, mais il est dans le vert, évidemment. Il est dans le vert et il est… voilà. On a un sujet. Et sur la France, d'ailleurs, je ne sais pas, sur la France, il n'y a pas un sujet aussi. On a moins, Julien, d'IPO en France. 9, c'est ça, sur 120 ça, 9 sur 120, ça fait 5%. Exactement. Non, même pas, non, ça fait un peu moins de 10%, 7-8%. Enfin, on n'est pas au niveau où on devrait être, non ? Ce que je disais en introduction, c'est qu'on suit la maturité de la French Tech qui est arrivée assez tard. L'Angleterre a été présent dans la tech beaucoup plus tôt.
c'est vrai que les premières entreprises intéressantes, et je pense que ce qui pénalise la France, c'est que les plus belles entreprises françaises qui ont la vocation à ce côté ne le sont pas forcément encore. Donc il y a eu OVH qui est allé de ce côté, il y a quand même quelques belles entreprises qui attendent la cotation, qui peuvent... Justement, sur ces entreprises qui attendent la cotation et sur ces startups, hein, notamment du Next 40, je pense à Mistral, on en parlait de Doctolib, je pense à Conto peut-être. Bon, Conto a dit qu'il ne voulait pas s'introduire en bourse, mais pour vous, quelle startup aurait les reins assez solides pour s'introduire aujourd'hui en bourse? En Europe. En Europe. Oui, c'est ça. On voit que Doctolib fait des efforts, malgré les annonces récentes, on voit que Doctolib fait des efforts assez importants pour être attractif sur la cotation. C'est-à-dire qu'ils ont une taille, ils ont une croissance régulière qui fait que ça va attirer les investisseurs. Ils sont rentables, ou en tout cas, ils s'en rapprochent. Ils sont dans un périmètre qui est quand même très attractif. Ils sont valorisés à combien? Ils sont valorisés à peu près 5 milliards, je crois. Voilà, c'est ça. Après, donc ils peuvent rester en Europe. Voilà. Je crois qu'au-delà de 10 milliards, il ne faut pas rester. Donc Doctolib, ce serait peut-être la prochaine start-up qui pourrait s'introduire en bourse, qui aurait en tout cas les reins solides pour s'introduire. Voilà, en tout cas, ils l'annoncent et ils font tout pour aller dans... Et d'autres, est-ce que Mistral, par exemple, aussi, a forcément les reins solides? Mistral, je pense qu'il y a des enjeux de souveraineté autour de ça et on le voit, OpenAI, ils ont parlé à un moment donné d'introduction en bourse. Il y a des sujets autour de l'intelligence artificielle et de la souveraineté qui vont être très intéressants à suivre pour voir justement comment ces entreprises qui se valorisent sur des niveaux stratosphériques vont aller ce côté. Oui, encore un mot peut-être. Vous publiez aussi chaque année votre baromètre sur les défaillances de start-up. C'est le baromètre quelque part de référence. L'année dernière, vos chiffres étaient assez alarmants, il faut bien le dire. Est-ce que vous êtes plus optimiste pour 2025 ? On n'a pas du tout sorti les chiffres sur 2025, donc ça va être difficile de me positionner dessus. Il reviendra oui, plusieurs fois. Hein. On avait constaté quelque chose fin 2024, c'est que le nombre de procédures collectives en cours était quand même très important. Donc forcément, il y aura une proportion assez significative de ces entreprises qui étaient en procédure collective qui vont être en liquidation cette année. Et il y a eu quelques sujets d'ailleurs. Donc cette situation risque de continuer. Dans les sujets dont on peut parler en revanche, c'est les valorisations sur le non-coté, donc sur des entreprises qui sont... Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur l'early stage, les entreprises non cotées ont des valorisations... Early stage, il faut définir, c'est les startups qui sont au tout début de leur développement. Exactement, celles-ci ont des valorisations qui ont repris vraiment de l'élan, donc on est sur des niveaux assez intéressants, proches finalement de ce qu'on avait pendant le Covid. En revanche, il y a toujours une grosse difficulté et des enjeux importants sur les entreprises qu'on appelle late stage, donc ces licornes, où en fait je pense qu'il va y avoir une partie des licornes des dernières années qui vont avoir les reins solides pour aller se coter en bourse et d'autres qui vont avoir des grosses difficultés parce que les investisseurs ne sont pas revenus. Donc une licorne qui perd beaucoup d'argent risque d'avoir des enjeux sur les prochaines années et on en a vu certaines qui commençaient à faire face à des défaillances. Donc le conseil avant de se quitter, c'est quoi pour les épargnants, les investisseurs qui nous regardent? Il faut participer ou pas aux introductions en bourse des valeurs de la tech européenne, en Europe, aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a une réalité, c'est que l'IA tire les valorisations vers le haut. Donc les entreprises cotées qui ont de l'IA intégrée, celles-ci, a priori, sauf si on fait un mauvais pari sur la mauvaise entreprise, mais a priori, on est quand même sur un segment qui va créer de la valeur, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit même en Europe, parce qu'on voit que les entreprises exposées à l'IA ont des performances assez intéressantes ces dernières années. Le point d'attention, c'est qu'il ne faut pas parier sur tout et n'importe quoi, soit il faut très bien connaître la société, soit ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la taille de l'entreprise a quand même une importance. Faire attention à la taille. Exactement, il faut faire attention à la taille. Les petits dossiers, entre guillemets petits dossiers, on met de côté. Alors, il y a des belles opportunités, hein, comme quand on investit dans du venture, c'est plus risqué. Beaucoup plus risqué. Exactement. La réalité, c'est que quand on est coté en bourse, il y a toute une contrainte assez importante en termes de réglementation, en termes de communication sur les chiffres qui est très importante. Donc, quand on est une entreprise un peu petite et qu'on n'a pas la capacité à mettre des systèmes aussi sophistiqués pour pouvoir maintenir son cours de bourse, ça peut créer des enjeux. Donc, soit il y a des très bonnes nouvelles qui apparaissent, soit l'entreprise n'est pas prête et dès qu'une nouvelle est moyenne, derrière son cours est tout de suite corrigé. En même temps, les plus beaux dossiers, les plus gros, si un jour Mistral AI allait en bourse, on se dit peut-être qu'il ne viendrait pas en France ou en Europe. Peut-être qu'il va se coter directement aux États-Unis.
Voilà, ça va être, je pense, des sujets très intéressants. Non, je sais pas. Après, c'est la question de la souveraineté. Effectivement, aujourd'hui, on voit bien que Mistral AI, c'est devenu tellement un symbole pour la puissance publique. C'est un étendard français et européen qu'on voit mal Mistral se coter, s'il devait se coter un jour, en dehors de France ou d'Europe. Allez, merci à vous, Sébastien Payet, Merci président, beaucoup. cofondateur de ScaleX Invest. Merci. Merci. À bientôt, il va revenir. Avec plaisir.